Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Bienvenue dans Série noire à la une. Série noire à la une, la presse et le crime, c'est tous les mois. Et tous les mois, nous nous intéressons aux crimes de ces dernières décennies, voire de ces derniers siècles, et à leur traitement par la presse. Quelle que soit l'époque, la presse est un écho du monde, parfois juste, parfois déformé, mais elle nous aide à nous représenter quelle était la note de l'époque et son regard sur elle-même. C'est ça, Série noire à la une. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes entre 1951 et 1952, nous parlons d'Yvonne Chevalier, meurtrière acquittée pour crime passionnel. Série noire à la une. Le mercredi 5 novembre 1952, le public se presse dans la salle du tribunal de Reims. Au premier rang, on remarque même une célébrité, comme le note la Bourgogne républicaine du 6 novembre. Une foule considérable assiège la grande porte du palais de justice dès avant 13 heures. Mais le service d'ordre est sévère. Parmi le public assis, on remarque une grande majorité de femmes dont plusieurs sont élégantes. Et au premier rang, l'acteur Bernard Blier. Dans le fond de la salle, le public, debout, est entassé d'une façon inimaginable. À 14h10, Yvonne Chevalier pénètre dans le box, entourée de 2 policiers. Les nombreux photographes de presse font crépiter leur flash. L'accusée est une femme de 40 ans, à la silhouette mince, soulignée d'un tailleur à carreaux simples, visage émacié, yeux cernés, sans maquillage. Elle semble encore plus exposée aux yeux de tous, avec sa coiffure en bandeau tirée en arrière, qui ne dissimule aucune de ses expressions. Il émane d'elle un sentiment d'hébétude et de désespoir palpable. Elle garde les yeux baissés lorsque le président Jadin expose les charges. Il résulte de ce que vous venez d'entendre, que vous êtes accusé de meurtre, crime prévu par les articles 295 et 304 du Code pénal. Vous êtes passible des travaux forcés à perpétuité, à moins que vous ne bénéficiez des circonstances atténuantes qui pourraient éventuellement vous être accordées. Dans cette salle des assises de la Marne, Yvonne Chevalier est accusée d'avoir assassiné son mari de 5 balles dans le corps. Et si la presse suit l'affaire depuis plus d'1 an, si la foule se presse dès l'ouverture de la première audience, c'est que tous les éléments d'un drame sentimental d'une ampleur inédite sont présents. Le mari tout d'abord, Pierre Chevalier. Médecin, auréolé de son passé de résistant, il est maire d'Orléans et député du Loiret. À 42 ans, il vient tout juste d'être nommé secrétaire d'État dans le second gouvernement Pleven. Son ascension politique au sein du groupe Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, aux côtés d'un certain François Mitterrand, est brillante. À son image d'ailleurs, car Pierre Chevalier porte beau et possède l'aura de ceux qui sont au pouvoir. Dans les couloirs de l'Assemblée, dans les restaurants parisiens, les soirées à l'opéra, il a l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, dont de nombreuses femmes, pendant que la sienne l'attend gentiment à Orléans. Yvonne Chevalier, son épouse donc. Elle était sage-femme et s'appelait Yvonne Rousseau lorsqu'elle le rencontre à l'hôpital. À l'annonce de leur mariage, on parle immédiatement de mésalliance entre cette jeune fille qui vient d'une famille simple de paysans et le bel interne issu de la bourgeoisie orléanaise. La rumeur est confirmée par les disputes de plus en plus fréquentes et bruyantes du couple. L'arrivée de 2 fils, Tugald et Mathieu, n'est pas le ciment qu'Yvonne espérait. Au contraire, les 2 enfants l'attachent encore plus au domicile orléanais pendant que Pierre passe une bonne partie de son temps à Paris. Il devient un personnage de premier plan alors qu'elle reste une simple petite bonne femme de province. Arrive enfin le 3e personnage, Jeannette Perrot, élégante, vive, parisienne. Elle est tout ce qu'Yvonne n'est pas. Jeannette, c'est la maîtresse, celle qui rejoint Pierre dans sa garçonnière et lui écrit des lettres enflammées quand ils sont loin l'un de l'autre. C'est d'ailleurs l'une de ces lettres qui va être à l'origine du drame, quand Yvonne la découvre dans la veste de son mari. Nous sommes le 12 août 1951.
Pierre Chevalier vient d'être nommé au gouvernement Pleven et il passe en coup de vent à son domicile pour récupérer un costume avant de remonter à Paris. Il n'a pas l'intention de s'attarder, mais Yvonne le retient et le somme de s'expliquer sur la lettre qu'elle vient de trouver. Une violente dispute éclate, une de plus, la dernière. Yvonne empoigne le revolver qu'elle vient d'acheter dans l'intention de se suicider et le braque sur Pierre. Elle tire 3 fois. Sans s'apercevoir que son fils Mathieu, 6 ans, alerté par les cris, est présent dans la pièce. Calmement, elle prend l'enfant par la main pour l'emmener chez la concierge, puis remonte dans son appartement pour tirer 2 autres coups de feu sur le corps étendu. Elle appelle ensuite le commissariat, sous les yeux affolés de la gardienne, qui est remontée dans l'appartement. On aurait dit une automate. Témoigne cette dernière dans l'Aurore du 14 août 1951. Elle ne paraissait pas réaliser la monstruosité de son geste. J'étais là, moi-même, pantelante devant le corps de mon maître, et c'est elle qui trouva la force de m'encourager, répétant d'une voix nette « Il le fallait pour moi et pour les gosses ». Lorsque les policiers arrivent, Yvonne tend l'arme au commissaire en disant simplement « Je viens de tuer mon mari ». La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à Orléans. Lorsqu'Yvonne sort de chez elle, encadrée par des policiers, elle est conspuée par une foule qui réclame sa mort. Pierre Chevalier était un maire aimé des Orléanais et un député apprécié. Il aura droit à des obsèques nationales le 16 août à Orléans, en présence du président du Conseil, René Pleven. Alors, lorsque le procès s'ouvre, plus d'1 an plus tard, en novembre 1952, à Reims, on pourrait attendre une charge violente de la part de la justice comme de l'opinion publique et des médias. Yvonne Chevalier est la meurtrière d'un mari promis à un bel avenir. Or, pendant son incarcération à la prison d'Orléans, les journalistes ont recueilli plusieurs témoignages concernant le couple. Pierre Chevalier délaissait son domicile conjugal. Il était devenu évident qu'il n'avait plus que mépris pour Yvonne qui le freinait dans son ascension sociale. Selon le journal Ce Soir, du 4 novembre 1952, il considérait qu'Yvonne n'était pas à la hauteur du statut de femme de ministre. Interne à l'Hôtel Dieu, Pierre Chevalier aimait peut-être Yvonne Rousseau. Maire, député, ministre, il la néglige. Elle est trop simple. Elle lui fait honte. Lorsqu'il était à Orléans, il faisait chambre à part et chaque discussion dégénérait en querelle violente. La dernière dispute du couple a été terrible et pathétique à la fois. Les journaux relatent comment le tout nouveau ministre est venu chercher son costume de cérémonie, pressé, car on l'attend à Paris. Yvonne lui demande un moment pour l'écouter, puis le supplie de lui parler, de s'expliquer à propos de la lettre de Jeannette Perrot. Enfin, elle hurle en exigeant qu'il quitte sa maîtresse. « Cette sale femme !» Pierre réplique violemment. « C'est toi qui es une sale femme, Retourne à la crotte d'où tu viens. » Comme le rapporte l'Aurore du 6 novembre 1952, qui précise « Cette expression effroyable est dans le dossier. » Pour l'opinion française, à part sans doute celle des habitants d'Orléans, fidèles à leur mère, Yvonne Chevalier est devenue une épouse bafouée, gardienne du foyer, et mère aimante, poussée à bout par un mari infidèle et méprisant. Il ne s'agit plus d'un assassinat, mais d'un crime passionnel. C'est ce que son avocat, Maître Acquaviva, compte plaider devant le jury. Au procès, les journalistes la décrivent comme « Une ruine humaine. » Bien loin de l'image de la femme maladivement jalouse et criminelle implacable du début de l'affaire. L'Aurore du 6 novembre note même que le président du tribunal s'adresse à elle d'une voix douce, sans exiger qu'elle ne se lève pendant l'énoncé des charges. Car aujourd'hui, Yvonne apparaît comme une victime. Tout à l'heure, chaque mot de l'acte d'accusation, le nom de son mari prononcé, celui de ses enfants, les images du passé heureux et des dernières années tragiques, tout lui fait mal. C'est effrayant ce qu'elle a souffert, ce qu'elle souffrira encore, cette femme.
pendant les 2 jours du procès, c'est cette image qui s'impose à tous. Le jury écoute les témoignages qui évoquent le naufrage tragique du couple. L'intervention de Jeannette Perrot, L'autre femme, hérisse le public. Elle vient défendre son amour pour Pierre Chevalier et répond fièrement au président qu'elle n'a pas de regrets. Le journaliste de l'Aurore relève avec une pointe d'admiration. et à ce moment, avec une autorité extraordinaire et un goût de la lutte peu commun, Madame Perrot demande au président si elle a le droit de répondre à la foule. Le président l'y autorise et elle dit simplement comme un défi à la salle, et même à la mort, « En amour, on n'est jamais puni. » À sa sortie du tribunal, la jeune femme doit être protégée de la foule par la police. La salle est donc aux côtés d'Yvonne Chevalier. Même l'avocat général ne réclame que 2 ans de prison ferme en déclarant « Madame Chevalier a de larges circonstances atténuantes. » Au terme des 2 jours de procès, le jury, exclusivement masculin, la quitte. Il reconnaît Un crime commis sans préméditation dans une crise purement passionnelle. et la foule éclate en applaudissements. Une semaine plus tard, interviewés par Paris Presse, les jurys réitèrent, Aujourd'hui encore, nous acquitterions Yvonne Chevalier. expliquant que les réquisitions de l'avocat général avaient beaucoup joué dans leur décision. Pour que celui-ci nous ait demandé d'infliger une sanction si bénigne, 2 ans de prison, se disent-ils encore en majorité, c'est qu'il pensait réellement que nous devions acquitter l'accusé. L'opinion publique française est rassérénée par ce verdict, mais il étonne outre-Manche. Comme le note Paris Presse dans sa revue de presse internationale, les journaux britanniques sont abasourdis par la décision. Le Graphic News prévenant Le verdict est un encouragement implicite au crime passionnel et une autorisation pour les femmes insatisfaites à prendre leur propre cause en main. Après cet acquittement, Yvonne Chevalier retrouve ses 2 fils et part en Guyane pour exercer sa profession de sage-femme à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle revient en métropole en 1963 et s'éteint le 2 novembre 1984 chez elle, à la Motte-Beuvron. Série noire à la une. Voilà, donc c'était l'histoire d'Yvonne Chevalier meurtrière, acquittée donc pour crime passionnel. Pour aller plus loin dans cette histoire, nous sommes avec Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette histoire finalement assez récente, en tout cas dans les corpus habituels de Série noire à la une, on est donc en 1952, pointe un terme qui est absolument étonnant, en tout cas à nos oreilles contemporaines. Ce terme, c'est celui de crime passionnel. Alors, est-ce qu'on sait d'où ça vient, cette notion-là ? Est-ce qu'elle est même véritablement légale et judiciaire ? Alors, elle n'est absolument ni légale ni judiciaire. On la trouve quand même dans une des premières séries statistiques criminelles, qui est le compte général de l'administration de la justice criminelle, qui ne parle pas de crime passionnel, mais signale, par exemple, en 1900, que entre 1876 et 1900, l'amour aurait inspiré 3% des crimes dont les motifs ont été constatés, parce qu'encore faut-il constater les motifs du crime. Donc on n'est pas loin quand même de cette appellation crime passionnel. À vrai dire, moi il me semble que le mot a été, enfin le syntagme a été en quelque sorte forgé et figé ensuite par les médias. C'est vraiment la presse qui s'est emparée de cette appellation et qui a ensuite étiqueté les différents crimes très personnels et qui semblaient avoir une dimension très affective, qui les a donc étiquetés avec cette étiquette crime passionnel. Et qui est comme une sorte de quelque chose qui vient amender, qui vient adoucir quasiment le crime, c'est ça ? Alors oui, non seulement ça l'adoucit, mais on peut aller beaucoup plus loin, ça le décriminalise. Parce que au moment où donc cette notion de crime passionnel commence à faire florès et à se diffuser dans le discours de tout le monde, l'idée, enfin l'obsession, c'est donc vers la fin du 19e siècle, l'obsession c'est la récidive. Et c'est la criminalisation
plutôt la professionnalisation du crime. Or, l'individu qui commet un crime dit de passion ou par passion est tout sauf un récidiviste. C'est un crime unique qui ne vise qu'un de ses proches, donc le reste de la population peut se sentir parfaitement en sécurité. C'est pas un danger pour la société. Voilà, ça n'est pas un danger pour la société. Il ne risque pas de récidiver. Il n'est pas un professionnel du crime. Et ça explique bien des acquittements. Finalement, on a affaire à un crime sans criminel, qu'il convient donc de saisir un peu différemment. On voit bien qu'à cet égard, les journalistes ont souvent un discours qui est assez loin de celui qu'ils auraient pour des affaires judiciaires plus classiques. C'est-à-dire que là, les catégories judiciaires ne fonctionnent plus pour appréhender ce crime. Et l'appréhension, elle est psychologique, elle est de l'ordre affectif. Et puis, il y a une appréhension qui est aussi de l'ordre moral dans l'affaire d'Yvonne Chevalier, parce qu'il y a la figure du mari, de Pierre Chevalier, qui dans un premier temps est quand même présenté comme ce qu'il était, à savoir une figure montante, politique, importante. Et au moment où on comprend que c'est un mari volage, que c'est un mari adultère, là, le regard moral va aussi bénéficier, comme la notion de crime passionnel, à Yvonne Chevalier. Bien sûr. Alors ça aussi, c'est un des points de repère, disons, qui permet d'identifier le crime passionnel, c'est sa dimension morale. Évidemment, s'il y a crime passionnel, c'est qu'il y a eu inconduite de l'un ou de l'autre. Quand le crime passionnel est commis par une femme, c'est l'inconduite du mari, un mari volage, un mari qui multiplie les maîtresses, un mari qui, donc, souille en réalité cette institution sacrée qu'est celle du mariage. Et ce faisant, il va plus loin que mettre en péril la santé psychique, le bonheur de sa femme. Il porte atteinte à un des piliers sociaux que sont la famille, le mariage, le couple, la conjugalité. Et c'est là que la société est en danger, en quelque sorte. Alors voilà, c'est par ce biais-là que la société est en danger, mais elle n'est pas vraiment, puisque précisément, Yvonne Chevalier, en tirant sur son mari, rétablit une espèce d'ordre. Et il me semble que c'est quelque chose qui affleure dans la plupart des commentaires que l'on lit sur cette histoire, et sur toutes celles qui l'ont précédée. Il y a une dimension, c'est là aussi que cette histoire éclate, nous frappe, c'est que la description du crime est absolument précise. Il y a cette scène fascinante où elle prend son enfant par la main pour l'amener chez la concierge et elle remonte pour achever son mari. Donc ce détail-là, malgré tout, ne va pas contrer cette logique du crime passionnel, ne va pas empêcher une forme de bienveillance à son égard. Non, parce que ce qui domine dans l'appréhension du crime passionnel, c'est quand même l'idée d'une folie temporaire. En tout cas, c'est quelque chose qui se met en place très, très fortement à la fin du 19e siècle, au moment où on s'interroge, toute la criminologie est soutenue par la médecine aliéniste, puis la psychiatrie s'interroge sur les causes du passage à l'acte. Et donc, cette idée de folie temporaire, elle permet cette espèce de dissociation, c'est-à-dire il y a le moment où elle tire, puis elle redevient en quelque sorte raisonnable, elle protège son enfant, donc ça, c'est vraiment l'incarnation d'une maternité accomplie, c'est formidable, ça la sauve. Et puis, elle revient achever son mari en rebasculant à nouveau dans cette folie dont on peut penser qu'il est l'origine même de cette folie. C'est son inconduite à lui qui a provoqué chez elle ce désir d'en finir. Anne-Claude Ambroise-Rendu, est-ce qu'on peut considérer que Yvonne Chevalier bénéficie d'une forme de sexisme de l'époque ? Parce que c'est justement parce qu'elle se conforme à où on la décrit comme l'image idéale d'une femme des années 50, bonne mère, à domicile, s'occupant de son foyer. Alors sexisme, oui, je dirais que surtout elle correspond point par point aux stéréotypes, disons, de genre, et elle répond parfaitement aux assignations de genre. Elle a été une femme dévouée, fidèle, bonne mère, et passive, voilà. Passive et soumise. Et donc, en tirant sur son mari, elle reprend l'initiative. Elle sort de sa passivité et elle témoigne, ce faisant aussi, du fait qu'elle peut être une femme accomplie. Le regard qui pèse sur elle répond dans ses attendus comme dans sa formulation aux assignations de genre, aux stéréotypes de genre. Mais ce qui est très curieux, alors, bon, parce que d'une manière générale, depuis la fin du 19e siècle, les femmes qui tuent leur mari, leur amant volage, parfois même leur rival, sont souvent acquittés, bénéficient d'une indulgence assez générale de la part des jurés, dont il faut le rappeler quand même, ce sont des jurés qui sont composés exclusivement d'hommes. Donc oui, un regard peut-être protecteur, un peu paternel, voire paternaliste. Oui, donc on peut répondre oui
à cette formulation du sexisme. Et c'est précisément ça qui va changer après, et c'est difficile d'identifier exactement quand, mais on peut dire que l'affaire Yvonne Chevalier, du point de vue du régime narratif et du régime d'évaluation, du régime axiologique, disons, appartient au XIXe siècle, complètement. Justement, il y a cette évolution. Aujourd'hui, on ne parle plus de crime passionnel. Ce n'est plus entendable. Et on a parlé là d'un crime passionnel, celui d'une femme tuant son mari. La plupart des cas de ce qui était considéré comme des crimes passionnels, c'était plutôt l'inverse. Aujourd'hui, on parle de féminicide. À quel moment il y a eu cette transformation et donc aussi ce changement de regard de la société ? Alors, 2 choses. La première, c'est que les femmes qui tuaient par passion, donc je mets beaucoup de guillemets évidemment à passion, étaient très souvent acquittées et surtout on en parlait beaucoup plus que les hommes. Mais il faut dire que quand même les hommes qui tuaient dans les mêmes circonstances étaient eux aussi bénéficiaient assez souvent de l'indulgence du jury. Donc d'une manière générale, indépendamment des questions de genre, le crime passionnel bénéficie de l'indulgence. Il me semble que la bascule, du point de vue de la qualification simplement de ce crime, elle se situe quelque part autour de l'affaire Marie Trintignant-Bertrand Cantat. Je dirais, vers 2003. Pour exemple, j'évoquerai une autre affaire qui est l'affaire Trédez, qui a été jugée en 2000. Il s'agissait d'un élu vert du Nord qui avait tué l'amant de sa femme de 31 coups de couteau. Bon. Et il a été condamné à 18 ans de réclusion. Donc, c'est vérité. En revanche, la presse en a parlé comme d'un crime passionnel. Le Monde a titré le crime passionnel d'Alain Trédez, etc., etc. Libération disait la passion selon Alain Trédez. Donc là, la formulation est peut-être plus ambiguë. Donc voilà, il me semble que ce qui a changé, c'est l'affaire Marie Trintignant-Bertrand Cantat, où quelque chose a fait irruption dans l'espace public, qui était que, eh bien non, l'excès de passion ne pouvait pas justifier qu'on lève la main. Ouais. Voilà. N'autorise pas, parce que, et on s'est mis à chercher ce qu'il y avait derrière ce qu'on appelait passion. En fait, c'était l'appropriation, l'idée que la femme, l'épouse, la compagne est une propriété, un bien meuble, et que donc on ne peut pas accepter soit qu'elle parte, ce qui est l'origine de bien des féminicides, en tout cas le déclencheur de bien des féminicides, soit simplement qu'elle contredise. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à parler de féminicide, en parlant non pas comme d'affaires singulières, affectives, dominées par une approche psychologique, mais comme d'affaires qui ont été saisies sous un angle davantage sociologique. C'est plus la passion, c'est le patriarcat. Et c'est donc c'est une structure, un système, la domination masculine. Il y a une dimension qu'on a finalement assez peu creusée, c'est le réseau, le monde auquel appartenait Pierre Chevalier, à savoir un monde parisien, mondain, dans lequel il évoluait et qui a creusé, on l'a compris, le fossé entre sa femme et lui. Est-ce qu'il y a eu un mouvement, alors on dit dans le récit que Bernard Blier assiste au premier jour du procès, est-ce qu'il y a une forme de solidarité ou d'accompagnement d'un monde plus mondain ou plus politique, puisque c'est un homme politique, de Pierre Chevalier ? Eh bien, pas à ma connaissance. En tout cas, je n'ai pas trouvé ça dans la presse. Mais dès le moment du procès, un certain nombre de journaux soulignent qu'il y avait une disparité dans l'origine sociale et dans la réalisation sociale de l'un et de l'autre, puisque lui, donc, avait été sollicité pour être secrétaire d'État la veille, et que ça a peut-être été d'ailleurs le déclencheur pour Yvonne Chevalier. Le Monde souligne justement que lors du mariage entre Pierre Chevalier et Yvonne, la famille de Pierre Chevalier a considéré ce mariage comme une mésalliance. Elle est fille de paysan, sage-femme, lui est devenu médecin. Et son entrée dans le second gouvernement René Pleven, qui met fin à la troisième force, vraiment, et c'est un peu le sacre de la réussite de cet homme, elle est restée dans l'ombre, comme il se doit pour une épouse. Voilà. Dont la vie se résume finalement à être l'épouse d'eux et la mère d'eux, alors que lui est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la présente la presse. Et ça m'a beaucoup frappée de voir qu'elle n'est, pour ainsi dire, pas décrite, alors que au moment des procès de ces femmes criminelles, il était d'usage
constant, enfin, qu'elles soient décrites par le menu, soit il s'agissait de louer leur beauté, soit au contraire de dire bon, celle-là, elle n'est pas terrible, plus élégamment que ce que je viens de dire évidemment. Elle n'est pas du tout décrite, simplement ses yeux qui sont considérés comme beaux. On ne décrivait pas les hommes non plus, enfin pas beaucoup. Et donc, on a le sentiment qu'on a affaire à une femme dont la féminité, en quelque sorte, est effacée, a été gommée par ces années de mariage. En même temps qu'elle est un peu chosifiée de cette manière-là, puisque si on ne donne pas ses traits, c'est qu'elle... Oui, c'est réversible, hein, la description. C'est-à-dire qu'on peut la décrire par pur sexisme, parce que celle-là, elle est jolie, elle vaut le coup qu'on la décrive. On se demande ce que ça vient faire dans l'affaire, mais on le fait quand même, ou pas. Il y a le sentiment dans cette affaire que la foule est d'accord avec le jugement, qu'il y a un accompagnement de l'opinion publique. Est-ce qu'il était général? Est-ce qu'il a été critiqué? Alors ça, c'est toujours l'enjeu des procès judiciaires et de leurs issues. C'est-à-dire que, est-ce que l'opinion publique, cette opinion publique dont on ne sait pas très bien ce qu'elle représente, mais enfin bon, qu'on convoque toujours, est-ce qu'elle va participer et soutenir la décision de justice? Pour ce qui concerne les crimes passionnels, en principe, l'opinion publique telle que la représentent les journaux, donc ce n'est pas forcément l'opinion publique, est d'accord, et on le voit bien là, au moment de l'issue du procès Yvonne Chevalier, non seulement on applaudit dans la salle, et dehors, au moment où les avocats sortent, la foule applaudit aussi et salue cette décision, cette bienveillance, cette indulgence du jury. Alors évidemment, ça c'est une constante aussi depuis la fin du 19e siècle. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, et notamment d'un certain nombre de lettrés qui s'expriment dans les journaux, de journalistes qui trouvent que acquitter un crime passionnel, c'est un véritable déni de justice. Et au sens strict de la mise en œuvre de la justice judiciaire, c'est en effet une forme de déni de justice. Et donc, on trouve régulièrement, alors je ne l'ai pas trouvé pour Yvonne Chevalier, mais dans la période qui précède, évidemment, c'est tout à fait constant, des gens qui rappellent que non, ces femmes qui tirent sur leur mari, c'est quand même peut-être un peu excessif, que jusqu'où ira-t-on? Est-ce qu'on finira par offrir des corbeilles de mariage avec un petit revolver dedans au cas où, etc., etc. Bon. Ça ne change rien, je pense, ni aux décisions de justice, ni à la manière générale dont on considère le crime. Merci beaucoup Anne-Claude Ambroise-Rendu de nous avoir éclairé sur le cas d'Yvonne Chevalier, meurtrière acquittée pour crime passionnel, qui était en quelque sorte l'héroïne de ce nouvel épisode de Série Noire à la Une. Merci beaucoup. Merci à vous. Série Noire à la Une. Et on termine ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Le récit est signé Michel Pédignelli, Julia Lasserie à la préparation, Guillaume Giraud à la réalisation, une production Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Marie Leroc, Alice Tillier-Chevalier. Thomas Baumgartner au micro, on se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une. Et d'ici là, écoutez, réécoutez le podcast et rendez-vous sur retronews.fr. Lisez aussi Série Noire à la une avec le livre du podcast Crime de femmes, chronique de 4 affaires sulfureuses qui est paru aux éditions Passé Composé. À bientôt. Série Noire à la Une.